Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Racicot. Bienvenue à Transactions réussies, une série balado sur l'immobilier. Et que vous soyez un premier acheteur, un acheteur expérimenté ou encore un investisseur, le but, c'est de vous donner des outils pour vous permettre de naviguer dans ce marché-là avec assurance et confiance. Et on va le faire avec une approche aussi qui va être humaine et honnête, à l'image de notre sommité en la matière, Georges Bardagy, courtier en immobilier depuis 1991. La transaction la plus rapide a pris combien de temps? Oh my God, c'est quelques heures, là, tu sais. Des fois, la bonne question, c'est pas tellement la rapidité, mais c'est combien de promesses d'achat. On a déjà eu 60 promesses d'achat sur la même propriété. Ça, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de rareté. Ah oui. Et puis, ça, c'était une propriété, c'est un immeuble à revenus. Puis, on a eu 60 promesses d'achat sur une propriété. Bon, la raison pour laquelle je te demande ça, c'est parce que dans ce deuxième épisode-là, on va parler de vendre sa maison. On va donner des outils pour faire briller sa propriété, pour la vendre plus rapidement. Puis, je vais te faire un aveu. Là, ça fait 20 ans que je suis dans la même maison. Mais si je m'écoutais, je déménagerais aux 3 ans. J'aime tellement ça, vendre une maison. Je trouve ça excitant, puis en acheter une autre. Toi, t'aimes-tu ça, le côté de la vente? Moi, j'adore vendre la maison. Tu déménages-tu souvent, toi? Non, vraiment pas. Je change pas beaucoup de femmes, je déménage pas souvent. Je suis pas mal loyal, je dirais. J'ai pas mal les mêmes équipiers depuis longtemps. Ça se construit tranquillement. Je suis plus dans la constance. Je trouve que la constance est toujours invaincue. Mais effectivement, vendre ou acheter ou changer de projet, c'est assez excitant. Absolument. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que, tu sais, il y a beaucoup d'argent d'équité qui a été bâti par toi pendant 20 ans. Oui. Fait que tu vas être sûr aussi que tu vas être capable de vendre le meilleur prix possible. Je connais, en 36 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Vends-la pas cher ». Ça s'est déjà arrivé quelquefois. Il faut que je me batte pour monter le prix, mais d'habitude, c'est le contraire. Oui. Fait qu'on va vendre le plus cher possible. Puis pour ça, il y a des étapes importantes à respecter dans le plan de match. OK, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais en partant, j'ai envie de te demander 3 choses qu'on ne devrait pas faire comme vendeur. Mais l'erreur numéro 1, c'est de demander trop cher. Fait que ça, c'est clair en partant. 2, de mal préparer sa maison pour les visites. Oui. Puis 3, de prendre de mauvais courtiers. Ah ben oui, évidemment, il faut choisir son bon courtier. Si vous ne savez pas comment, allez écouter l'épisode numéro 1. On vous a expliqué comment choisir son courtier. Bon. Là, évidemment que quand on met sa maison en vente ou quand on décide de vendre la maison, on regarde autour puis on se dit, OK, il y a des travaux à faire. Est-ce que je devrais rénover ou pas? Ça, c'est la fameuse question. Fait que c'est quoi ta réponse là-dessus? C'est une question-là qui est très simple. Là. Ouais. C'est comme, à moins que vous soyez designer, architecte, entrepreneur, ou vraiment habitué de le faire souvent, ce qu'on appelle des home flippers, touchez pas aux rénovations avant de revendre une propriété. Vous n'allez jamais récupérer l'argent que vous allez mettre dedans. Il n'y a rien! Si on calcule, si moi j'engage un contracteur, un designer, un architecte, puis je prends une propriété, puis je la rénove très bien de haute qualité, puis je veux la revendre pour un profit, il faudrait vraiment que le marché immobilier augmente là, de plus que 10 % par année pour espérer voir un profit. Si vous êtes un professionnel, puis vous êtes habitué d'avoir des matériaux moins chers, que vous êtes capable de faire beaucoup de choses vous-même, ça peut valoir la peine de le faire. Mais pour la plupart de nos clients qu'on rencontre, ce qu'on doit surtout faire, c'est désencombrement, réparation mineure, puis propreté. OK. Puis je dirais désencombrement, item numéro 1. Parce que dans ta maison, si tu fais pas ça à chaque année, là, tu vis avec ta famille, tes enfants, tout ça, s'il y a du barda, ça s'accumule. Puis il y a des gens qui sont pas capables de laisser aller beaucoup de choses dans leur maison année après année. Fait que ça s'accumule d'une année à l'autre. Puis des fois, j'ai de la misère à marcher dans une pièce ou au sous-sol quand je vais pour la première rencontre. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre là. Mais réparation mineure, propreté. Tu sais, normalement, on vend une maison au mois de janvier, mais normalement, tu ne laves pas tes fenêtres au mois de janvier. On attend souvent au printemps ou à l'automne. Mais là, on lave les fenêtres. Ah oui! Alors, tu sais, ça, c'est un exemple. Si les gens, ils ont le nez dehors, les acheteurs, ils regardent des plafonds, ils regardent plein de petits détails que toi, quand tu rentres chez vous, tu ne regardes plus. Oui, parce qu'on est tellement habitués. OK, mais là, tantôt, tu nous as dit de ne pas faire de rénovation, mais tu n'as pas eu une maison, toi, qui a été comme 18 mois sur le marché, qui ne se vendait pas, puis finalement, quand tu as refait faire la salle de bain,
Bon. Mais là, ce qui est arrivé dans ce cas-là en particulier, c'est que la plupart des maisons destinées aux jeunes familles, c'était le cas de cette maison-là, eux, ils avaient décidé, cette famille-là, d'enlever une salle d'eau au rez-de-chaussée, donc une toilette lavabo, pour mettre un grand garde-manger, parce que la maison n'était pas super grande. Puis eux, ça faisait leur affaire. Fait que les enfants, ils montaient faire pipi en haut ou au sous-sol. Moi, j'ai déjà habité dans une maison comme ça avec mes 2 filles jeunes. C'est pas super idéal, tu sais. Fait que là, quand la maison se vendait pas, ça faisait plusieurs mois qu'il était avec un autre courtier. Finalement, ils nous ont engagés parce que là, OK, là, Georges, il faut qu'on vende. On a eu plusieurs visites. On n'a pas eu de promesse d'achat. Pendant le temps des fêtes, on a retiré la maison du marché, puis il y avait déjà les tuyaux d'eau pour la salle d'eau. Fait que faire la salle d'eau, à ce moment-là, on parlait d'un investissement de 10 000 $. Mais 10 000 $ sur une maison de plus d'1 million, c'est quand même très marginal comme investissement. On l'a remis sur le marché avec la salle d'eau après les fêtes. Il y a eu 3 offres en dedans de quelques jours. Elle s'est vendue tout de suite sans négociation. OK, bon, fait que des fois, ça arrive. Bon. Mais là, c'est parce que c'était une exception, c'est-à-dire que j'avais un manque, puis c'est un investissement. On ne parlait pas de tout rénover la maison au complet. On disait, on ajoute une salle d'eau qui est un élément majeur quand vient le temps de vendre à une jeune famille. Souvent, les jeunes familles aiment ça avoir une salle d'eau au rez-de-chaussée. OK, mais je trouve que la précision est importante. Donc, désencombrement, propreté, faire les petites retouches. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu nous conseilles de faire avant de mettre vraiment la maison en vente? Tu sais, le certificat de localisation, par exemple. Tu sais, y a-tu des petites... Fait que la première étape, tu l'as dit, l'aspect physique est important. Fait que ça, c'est la base pour tout le monde, désencombrement, propreté, réparation mineure. La serrure qui est mal ajustée, l'ampoule qui n'est pas brûlée, la porte d'entrée qui est comme, qui est mal ajustée. En tout cas, il y a un paquet de choses dans une maison qui finissent par s'accumuler. Ensuite de ça, au niveau physique, on peut aussi faire ce qu'on appelle du staging, on appelle ça du home staging, ou même virtuellement. Ça veut dire que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les photos, puis on vient les altérer. Puis ça rentre peut-être plus dans la partie marketing, mais on peut faire aussi du home staging. Par exemple, je vends des maisons, des fois, dans des cas de séparation, puis il y a un ou une des conjoints qui sont partis avec la moitié des meubles. Là, ça fait bizarre, le salon est à moitié meublé. Fait que là, on vient engager quelqu'un. Souvent, c'est des designers qui ont accès à un entrepôt de meubles. Et là, ils viennent combler une table de chevet ici. Ils mettent une lumière, un nouveau tableau qui manquait au salon. Puis on vient s'assurer que quand les gens vont visiter, ils vont pouvoir se projeter dans la maison. Donc, on la dépersonnalise. Souvent, je vends des maisons, des personnes âgées, ils ont toutes les photos de leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Bien là, je leur dis, il faut en garder juste 2-3. Je ne veux pas leur briser le cœur. Mais il ne faut pas que ça soit un mausolée là, de toute la famille au complet. Ou les fameux aimants sur les frigos, ou toutes les notes sur les frigos. Je ne sais pas si tu as ça. Non, je sais. Non, j'ai plus ça depuis longtemps, mais c'est vrai. On m'avait conseillé aussi d'enlever le plus possible le sentiment que c'est chez moi. Oui. Que, c'est pour que les gens puissent se projeter dans la maison quand il y a visite. Les signes religieux. Tu as le droit, tu es chez vous. Tu as le droit, tu es croyant. Tu as ta religion, fine. Mais la personne qui vient, bien, c'est sûr que ça peut confronter. Fait que ce qu'on veut, c'est que peu importe qui vient, l'âge, la religion, l'origine, peu importe, qui puisse se projeter dans cette maison-là. Fait qu'on appelle ça la dépersonnalisation de la propriété. Puis le home staging, tu t'en as parlé un peu, puis on pourra y revenir plus longuement tantôt, mais c'est-à-dire que moi, en ce moment, je l'ai dit, j'aime ça regarder les maisons en ligne. Et que j'ai du fun, là, je peux passer 2 heures à zioter les maisons, à les visiter. Je suis obligée de te dire qu'en ce moment, je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Quand je vais me présenter, disons que là, parce que moi, je ne suis pas en train d'acheter une maison, mais la journée où je vais vouloir acheter une maison puis que je vais me présenter, je ne sais pas si je vais avoir une mauvaise surprise. Je veux dire, jusqu'où on va avec l'intelligence artificielle puis créer des belles images. Je comprends que, tu sais... Mais présentement, on est obligé de mettre une mention si la photo de la propriété ou d'une pièce de la propriété ont été altérées par l'intelligence artificielle. OK, c'est bon à savoir. C'est une obligation de le faire. Puis je pense que c'est une bonne chose. Par contre, c'est une bonne chose de le faire aussi parce que tu peux arriver dans une propriété... Je dirais, il y a seulement un acheteur sur 5 dans la vie ou dans la population en général, donc 20 des clients, qui sont capables de visualiser les espaces autrement. Oui. Et donc, si les compagnies, ceux qui fabriquent, par exemple, des développeurs de condos, ils vont mettre des millions dans le bureau des ventes pour se projeter, c'est parce que ça fonctionne. Oui. Les gens, ils viennent, tombent en amour avec un mode de vie, un décor, une vue, et là, ils se projettent dans cet endroit-là, puis là, ils vont passer à l'action, ils vont acheter. Alors, si on sait que c'est vrai, donc,
le staging fonctionne. Si on est capable de dépersonnaliser, ou on a une cuisine qui est plutôt ancienne, puis on lui met des finis plus contemporains, bien, ça fonctionne bien. Fait que moi, je pense que ça, c'est une bonne idée, mais à condition, bien sûr, éthiquement parlant, que tu n'aies pas de mauvaise surprise. Tu dis, bon, je le sais, là, si je m'en vais visiter ça, ça n'aura pas de l'air de ça. Oui. Mais au moins, tu vois de ce que ça pourra l'air, puis ça, je pense que c'est très utile. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il reste encore des choses que je dois faire, moi, comme vendeur? Alors, le vendeur a responsabilité de ça. En fait, le vendeur contrôle quoi? Il contrôle la qualité du produit que nous, on va avoir à vendre. Oui. Même si des fois, j'ai déneigé des driveways dans ma vie, c'est ta job de déneiger le driveway, puis c'est ta job de nettoyer la maison, puis qu'elle soit belle pour les visites. Donc ça, une fois qu'on a fait la préparation physique ou qu'on a fait du home staging, il y a aussi de la préparation. Ça prend un certificat de localisation à jour. Ça, ce certificat de localisation-là, c'est un document préparé par l'arpenteur géomètre. Oui. Ça coûte plus de 1 000 $, donc puis ça peut prendre des fois 3 mois à obtenir. Donc, de le commander tout de suite, vu que c'est bon pour 10 ans. Oui. Alors, il faut qu'il y ait moins de 10 ans de certificat de localisation, puis qu'il n'y a pas eu de changement à l'extérieur. Tu n'as pas changé de clôture ou mis une piscine qui n'apparaît pas à l'ancien certificat. Donc, s'il est plus vieux que 10 ans ou qu'il y a eu des changements à la propriété depuis l'ancien certificat, ça en prend un nouveau. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est un document obligatoire que toi, comme vendeur, tu vas être obligé de produire. Ensuite de ça, un des bons conseils que je donne à tous mes clients, ça fait maintenant 12 ans. Traditionnellement, c'est l'acheteur qui fait venir l'inspecteur en bâtiment, puis qui fait une inspection pré-achat. Moi, j'ai aucun problème avec ça, qui inspecte. Et, si tu achètes le bien le plus important de ta vie, la moindre des choses, c'est que tu vérifies que ses composantes sont comme tu t'attendais. Fait que là, au prix qui sont rendus les maisons, d'investir 800 à 1 000 $ pour avoir un rapport d'inspection pré-vente, ça devient un investissement plus qu'une dépense pour toi. Parce que moi, comme courtier, je vais pouvoir faire signer à l'acheteur. L'acheteur a pris connaissance du rapport d'inspection préparé par tel inspecteur en bâtiment, quelqu'un qui est reconnu, qui a tout ce qu'il faut, qui va dire la vérité avec des photos. Donc, toute une déclaration du vendeur obligatoire qu'on va remplir ensemble. Tu sais que comme propriétaire, quand tu vends ta maison au Québec, il faut que tu fasses une déclaration, un formulaire de plusieurs pages avec l'aide de ton courtier pour déclarer l'état de la maison. Mais tu sais, des fois, les clients, avez-vous déjà eu un problème? Il y a 12 ans, c'est quoi qu'on a eu déjà? Tu sais, à un moment donné, c'est comme tu remplis un formulaire de santé. Ça se peut que tu oublies que tu avais une otite du voyageur, du baigneur, là, quand tu es allé en vacances dans le sud il y a 15 ans, dans un formulaire. Alors là, ça nous protège un peu comme vendeur. C'est ça, parce que ça te protège parce que l'expert, il vient prendre une photo physique dans un rapport, puis il vient dire, bon, ben, au moment de la transaction, la maison d'Isabelle était dans telle condition. Fait que là, les chances que l'inspecteur de l'acheteur trouve un problème à ta maison différent du premier sont plutôt minces. Les chances qu'on ait une renégociation sont plutôt minces. Fait que pour moi, là, c'est win-win-win. C'est comme un no-brainer. Il faut qu'on fasse ça aujourd'hui. Ça va te protéger. Super. Là, on va parler de la mise en marché. Oui. OK. Donc, tu arrives dans le processus comme courtier. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être quoi ton départ pour t'assurer la meilleure vente possible? Mais alors, ça, là, c'est vraiment, là, il y a beaucoup d'étapes dans la mise en marché. C'est-à-dire, la job du courtier commence quand la maison est prête. Fait que toi, tu contrôles la qualité du produit. Moi, je contrôle la qualité de la mise en marché. Fait que si tu juges de mon travail une fois que c'est complété, tu vas pouvoir le compléter sur la mise en marché. C'est quoi la mise en marché? L'accueillir des documents, remplir les formulaires, vérifier les informations, les taxes municipales, le chauffage, toutes les données qui vont entrer dans la fiche technique. S'assurer d'avoir une fiche technique complète. Parce que des fois, tu vois une maison à $1 million, puis il y a 2 lignes sur la propriété. Non, ça m'insulte, là. Moi, je veux le plus de détails possible. On veut le plus de détails. L'acheteur aussi en veut le plus de détails. Ça le met en confiance. Il y a beaucoup... La maison est préparée, mais il y a beaucoup d'informations. Les photos, là, on va rentrer dans la maison puis on va te conseiller sur comment préparer les pièces pour la prise de photos. Il y a des photos qu'on fait pour des maisons de luxe qui sont à la pénombre du jour, qui donnent un effet avec les lumières allumées dans la maison. Il y a des vidéos par drone, des photos par drone. Donc, ça va donner une idée de qu'est-ce qu'il y a alentour de la propriété, la distance du parc ou d'un cours d'eau ou bien d'un centre commercial ou des écoles. Sérieusement, ça fait-tu tant de différence sur les ventes, ça, les images de drone, puis de montrer tout ça? Ah oui, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Les gens adorent ça. OK. Parce que tu es capable de voir... Si je te mets une photo d'une façade avec une maison avec la cour, c'est beau, mais
Peut-être qu'à côté, il y a une station-service. Fait que là, c'est sûr que là, c'est une photo par drone, ça se passe. Ah ouais. Mais en même temps, tu vas éviter une mauvaise surprise. Les gens ils vont le savoir tout de suite. OK. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de sciences. On fait du staging virtuel. Après ça, je vais t'expliquer tout le plan de mise en marché, c'est-à-dire où on va annoncer ta propriété. Bien sûr, sur Centris. Centris, tu l'as dit tantôt, tu es une grande fan, mais tu n'es pas la seule. Je peux te consoler. Et c'est des millions de visiteurs par année. Ils aiment ça regarder des maisons sans arrêt. Et donc, derrière chaque transaction réussie, il y a une stratégie. Mon rôle est d'aider mes clients à prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour un service clé en main, compétent, intègre et bienveillant, rendez-vous sur bardagie.com. Vous avez un projet immobilier en tête? À la Banque Nationale, que ce soit pour l'achat d'une propriété, un refinancement ou un renouvellement hypothécaire, nos experts et expertes en financement résidentiel vous accompagnent à chaque étape. Découvrez-en plus en visitant le bnc.ca/maison. Sur Centris, mais sur Realtor.ca, sur le site web moi, dans mon cas, c'est Remax, mais c'est la bannière. Ensuite de ça, on va avoir tout ce qui est le plan sur les médias sociaux, parce qu'aujourd'hui, un bon courtier a tout un plan de publicité numérique. Ensuite de ça, les journaux, dans mon cas, on annonce dans la presse les visites libres, par exemple. Et puis, donc, on fait des visites libres, on va installer une enseigne, on va expliquer comment vont fonctionner les visites, mais surtout, un des outils le plus important, je trouve, quand on est client et qu'on vend sa maison, le plus gros reproche qu'on fait quand on fait des sondages à leur courtier immobilier, les gens, c'est pas la publicité, la négociation, c'est que je nettoie ma maison, je dis à mes gars, fais attention là, pour que ça soit propre, il y a une visite, là, Georges s'en vient avec des clients après-midi. Puis là, c'est une deuxième visite. Puis là, on est tous excités, on pense qu'on va avoir une offre. Puis là, le soir, pas de nouvelles. Le lendemain, pas de nouvelles. Il se passe une semaine, j'ai pas de nouvelles. Là, Georges, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu 2 visites, comment ça se fait? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que systématiquement, dans les 24 heures de chaque visite, on écrit un rapport par email, par courriel. Combien de personnes sont venues, Isabelle, chez vous? Quel groupe d'âge ils avaient? Seul ou avec enfants? C'est quoi les points positifs qu'on a notés, qu'on a entendus pendant la visite? C'est quoi les points négatifs? C'est quoi les chances de 1 à 10 qui vont faire une offre d'achat sur ta maison? Et ça t'est envoyé à toi puis à moi dans les 24 heures de chaque visite. Bien sûr, souvent, il y a 2 courtiers dans une visite. Il y a le courtier qui représente toi, comme vendeur, puis il y a le courtier qui représente l'acheteur. Puis ça peut être un courtier de n'importe quel bannière, au Québec, qui a son permis, bien entendu. Et puis là, il y a cette collaboration. Donc, nous, on va faire des suivis auprès de notre collègue pour savoir, puis ton acheteur, il a aimé la maison. Moi, je veux dire à Isabelle, finalement, il trouvait que la 3e chambre était petite. Eux autres, ils ont des jumeaux. Fait que, tu sais, il y a plein d'informations importantes. Et puis ça, nous autres, c'est systématisé. Fait que ça, c'est très précieux au niveau de la mise en marché. Bien sûr, on va expliquer aussi toute la garantie. Nous autres, on a un programme de garantie qui s'appelle Tranquillité, qui vient protéger si jamais il y a une protection juridique en cas de réclamation. Même si on a tout fait pour ne pas en avoir, s'il y en a une, il y a des avocats qui vont t'aider à défendre. Si l'acheteur décède entre le moment où il a fait l'offre puis le moment où il va chez le notaire, puis toi, tu as acheté une autre maison, nous autres, on rachète la maison aux mêmes conditions qu'on s'est entendu, tout s'en va tranquille. Et s'il y a un retard ou un désistement dans la transaction, on va payer jusqu'à 6 mois de frais sur cette maison pour pas que tu aies de conséquences financières au fait que la maison ne s'est pas vendue dans le délai qui était prévu. Puis j'imagine que dans la mise en marché, il y a aussi le timing qui doit être bon. Là, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, j'avais déjà entendu dire que le meilleur moment pour vendre une maison ou la mettre en vente, c'est dans le premier trimestre de l'année. C'est tout à fait vrai, mais c'est moins vrai que quand j'ai commencé à mes débuts. Dans les années 90, il y avait des saisons. Comme normalement, janvier, février, c'était l'hiver, il n'y avait pas trop de technologie. C'était des bottins MLS, ce que tu appelles centriste, c'était des bottins. On faisait des photocopies. On pesait fort dans le coin parce que c'était épais comme un bottin de téléphone, tellement il y avait des maisons à vendre qui ne se vendaient pas. On conduisait dans l'auto, on avait porté ça dans la boîte aux lettres de nos clients. Puis là, ils disaient, c'était intéressant, Georges, je vais demander une visite la semaine prochaine. Tout était plus lent. Puis ça commençait beaucoup plus au printemps, au mois de mars, avril. Oui, c'est puis ça. Beaucoup de propriétaires qui sont un petit peu plus âgés, ils ont encore ce souvenir-là, mais c'est moins vrai. T'es-tu en train de me traiter de personne âgée? Non, pas vraiment, parce que je suis dans cette catégorie-là moi-même. Mais expérimenté. On est expérimenté. On n'est plus des premiers acheteurs. Non, c'est ça. OK. Fait que moi, je trouve que
on vend des propriétés. Décembre, ça a été un excellent mois. L'année, en 2024, c'était exceptionnel. Il y a des mois comme ça. La pandémie a changé tout le calendrier cette année-là. Donc, c'est moins vrai. Les gens, vu qu'il y a une rareté d'inventaire, si tu es acheteur et tu n'arrives pas à trouver quelque chose, tu es peut-être plus en train de rechercher tous les mois. Mais ça vient de où, cette courbe-là du mois de janvier, février, mars? Moi, j'ai la meilleure semaine, là, bon an, mal an, c'est la 3e de janvier. Parce qu'il y a plein de nouveaux acheteurs qui ont décidé, pendant le temps des fêtes, qui ont pris du repos, ils sont parlé entre eux, puis ils ont décidé qu'ils allaient acheter ou vendre. Et là, ils arrivent dans les visites libres, puis il y a peu d'inventaire. Parce que les propriétaires, eux, ils pensent qu'il faut qu'attendre que la neige fonde, que les oiseaux chantent, qu'on est rendu au mois de mars pour vendre. C'est vrai que mars, avril, mai, ils se vendent beaucoup de propriétés, mais là, il y a plus de compétition. Alors là, ça fait un débalancement favorable entre l'offre et la demande, de sorte que moi, je dis à mes clients qui disent « je vais attendre », tu n'as pas besoin, ça risque même d'être meilleur si tu vends tout de suite. Alors ça, c'est au niveau du timing, mais la vérité, c'est qu'il y en a moins. Puis pourquoi on a eu cette courbe-là, puis qu'on l'a encore un peu, c'est qu'au Québec, prendre la seule place au monde, les baux se terminent le 30 juin. C'est ça. Puis là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as 3 mois avant la fin de ton bail pour dire à ton propriétaire, quand tu es un premier acheteur, tu as accumulé ta mise de fonds, puis tu es prêt à acheter, que tu vas quitter le logement. Fait que janvier, février, mars, tu essaies de trouver une propriété, puis si tu en as une, tu vas dire à fin mars à ton propriétaire, à fin juin, je vais quitter mon logement. Et donc, ça suit. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est février, mars, avril, mai, les meilleurs mois de vente, bon an, mal an. OK. Puis juin, juillet, les gens ils passent chez le notaire. Puis la rentrée des classes commence à déménager. Puis le rush de l'automne, c'est pas mal octobre, novembre, les 2 mois. Fait que je dirais que les mois les moins actifs sont souvent août, septembre, donc tout ce qui est autour de la rentrée scolaire. OK, je vais prendre ça en note. Parce que tout le monde, quand il achète une maison, en moyenne, il déménage dans les 60 à 90 jours après. Oui. Fait que si tu es rendu au mois d'août, septembre, 60 à 90 jours, tu es dans le temps des fêtes, il n'y a pas grand monde qui aime ça déménager dans ce temps-là. Mais à partir d'octobre, novembre, on commence à avoir des ventes avec des dates d'occupation au mois de mars, avril. Donc, ça se fait. Georges, je veux qu'on parle des visites libres. Oui. C'est-tu bon, oui ou non? Parce que, tu sais, moi, je suis une fille qui a fait des visites libres juste par curiosité chez les voisins parce que je voulais aller voir les maisons autour de chez nous. J'avais aucune intention d'acheter. Ouais. Fait que je sais que j'ai un côté voyeur. T'es noireuse. Oui. Mais, fait que donc, qu'est-ce que tu penses des visites libres? Ça marche-tu ou ça marche pas? Les visites libres, là, c'est très populaire au Québec. Il y a 20 des acheteurs. Fait qu'un acheteur sur 5 qui rentre dans une visite libre sont prêts à acheter tout de suite. Si la maison elle convient, si le prix est bon, ils vont l'acheter. 20 60 des acheteurs suivants, donc 3 sur 5, sont acheteurs sérieux. Ils veulent acheter une maison, mais ils ne sont pas prêts à l'acheter tout de suite. Peut-être leur maison est à vendre dans un autre quartier. Ils projettent de déménager dans ton quartier. Puis là, ils commencent à faire des visites libres, sans rendez-vous, sans déranger personne, pour se donner une idée du quartier, des écoles, puis ce que leur budget peut leur permettre dans cette nouvelle municipalité-là ou dans ce quartier-là ou dans une maison un peu plus grande. Alors, donc, eux, ils ne sont pas sérieux tout de suite, mais ils peuvent devenir sérieux dans quelques semaines. Mettons que leur maison se vend 2 semaines plus tard, tout d'un coup, ils vont revenir puis ils vont passer à l'action. Okay. Donc, ça, c'est pas perdu. Puis, il y a un acheteur, un visiteur, devrais-je dire, sur 5, qui est comme toi, les wearers qu'on appelle. Puis, eux autres, ils n'ont aucune intention d'acheter. Tu n'as aucune intention, mais tu t'en vas voir ton voisin parce que tu vas enregistrer le prix. Tu dis, OK, je suis allé voir, c'était rénové, à part la salle de bain, puis finalement, il demandait tant, la mienne est la même grandeur, mais moi, j'ai une piscine, puis je suis un peu plus rénové. Ben, c'est vendu tel prix, donc la mienne doit valoir un peu plus que ça. Oui. Donc, ça, c'est comme un genre de comparaison qui se fait, mais ce qui est formidable, c'est que ce que je dis à tous mes clients, c'est que toi, tu es allé visiter cette maison-là. Peut-être que tu n'as aucune intention de l'acheter. Mais lundi, tu t'en vas à la radio faire ton travail d'animatrice. Puis là, tu croises quelqu'un dans ton entourage qui disait « J'aimerais ça déménager dans ton coin. » Hey, justement, je suis allé voir Bardagie, il y avait une visite libre dimanche. C'était extraordinaire. Oui. Fait que là, ce qui se passe, c'est que toi, tu es déjà vendu au quartier parce que tu habites là. Puis tu deviens une ambassadrice de cette propriété-là qui est à vendre parce que tu dis « Hey, j'aimerais ça en faire profiter quelqu'un de mon entourage. » Alors, tu finis par créer une petite armée de vendeurs avec les wearers. Fait que moi, je dis, tu m'haïs pas dans pour ça vaut à peine. Moi, je suis bien content. Puis nous, comme courtier, on sait, les gens qui sont fins, ils disent « Hey, gars, moi, je suis une voisine, je veux rien acheter. Hey, allez-y, visiter, ça va nous faire plaisir. »
Puis après ça, bien, on tient les informations. Puis là, je dis, est-ce que vous aimeriez ça, Isabelle, que quand elle se vende, je vous dise quel prix? Ah oui, j'aimerais ça. Puis là, tu donnes ton contact. Et moi, je fais des suivis avec toi. Puis un jour, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 5 ans, 7 ans, tu vas décider de vendre. Tu vas te souvenir que j'ai été professionnel puis je t'ai bien accueilli dans Visite Libre, même si tu ne voulais pas l'acheter. OK. Toi, tu penses 20 ans en avance. C'est un métier de vente. Ben ouais, tu te projettes en... Mais, OK. Les gens qui m'insultent disent « Georges, t'es vendeur. » Oui, je le sais. Merci beaucoup. Moi, je le prends comme un compliment parce que des bons vendeurs, on en cherche dans toutes les entreprises. Oui, puis c'est vrai que t'es bon vendeur, puis t'es de même depuis que t'es petit, parce que tu vendais des pissenlits. Oui, il n'y a rien que j'ai pas vendu. Mes parents, là, j'ai pris des affaires, le frigo à ma mère. Je jouais au tennis compétitif quand j'étais plus jeune. Puis on allait dans un parc, puis il n'y a pas de restaurant. Je fais des sandwichs, plein de sandwichs avec ce que ma mère avait dans le frigo, puis je vendais ça entre mes matchs. Fait que j'ai toujours aimé ça vendre. Puis des bons vendeurs, par contre, ils essaient vraiment de ne pas juste vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ils essaient de vendre un produit qui match, parce que un bon vendeur va te vendre de quoi une fois, mettons qu'il va te flouer. Oui. Il va te vendre ce qui ne te convient pas, mais tu ne vas plus jamais faire affaire avec eux. Non. Mais un excellent vendeur, tu vas faire peut-être 5 à 8 transactions dans une vie immobilière, puis tu vas vouloir garder un peu comme un médecin de famille, un avocat ou un notaire ou un comptable ou un agent d'artiste de quelqu'un. Lui, là, lui ou elle, c'est ma personne de confiance pour l'immobilier. Puis moi, je vois que ce qui est payant pour un courtier, c'est cette rétention-là, de cette clientèle-là, parce qu'on ne vend pas des maisons chaque année, mais si tu restes de bons conseils tout le temps, tu vas finir par faire plusieurs ventes. Bon, mais justement, tu as connu plusieurs types de vendeurs. Comme courtier, je veux que tu me parles des défis de vendre différentes maisons, OK? Fait que quelqu'un qui doit vendre rapidement à cause d'une séparation ou d'un décès, c'est quoi les défis? Bien, les défis, c'est d'abord de bien faire ses devoirs avant de passer à l'action. Des fois, on est très émotif. Quand on vit des séparations, pour nous, là, c'est les situations les plus difficiles. Des fois, j'ai des clients, c'est des clients à moi de long terme, sont dans une longue relation, puis ça vient avec beaucoup de peine, d'émotion, des fois de la frustration. Des clients, là, fâchés, il a fait casser mon stylo quand il a signé le contrat. T'es-tu contente, là? Fait que, il arrive tout ça. Puis nous, là, on n'est pas des avocats. Hein? Nous, on est des courtiers immobiliers. Vous n'êtes pas des médiateurs, là? Mais on le devient un peu. Parce que, tu sais, des fois, je rentre dans une séparation, les conjoints ne se parlent pas, les avocats, ils ont pris respectivement, ont décidé de, OK, on va confier la vente de la maison à Georges. Moi, j'arrive, puis ils sont prêts à être dans la même pièce. Fait que des fois, il faut que je dis, bon, mais là, l'offre est de temps. Fait que là je négocie plus avec 2 parties, je négocie avec 3 parties. Fait que tu finis par faire de la médiation, pas dans leur couple, mais en ce qui a trait à essayer de faciliter la conversation. Puis écoutez, moi, là, je suis pas l'agent de madame ou l'agent de monsieur. Moi, ma job, c'est de vendre la propriété le plus cher possible. Parce que le plus rapidement possible. Ouais, puis peu importe ce qui arrive. Oui, mais ça, rapidement, là, souvent, il y a un ou une conjointe qui est dans la maison, l'autre qui est sorti lors d'une séparation. Il y en a qui sont pressés. Celui qui est sorti ou celle qui est sortie veut ses sous pour faire d'autres choses. L'autre, elle vit dans sa maison. Fait qu'eux autres sont ses breaks. Fait que j'ai cette situation-là où là, le client dit « Hey, c'est pas vendu. Ouais, mais là, on a demandé 5 visites cette semaine. Ton ex nous en a refusé 4. » Fait que, tu sais, j'ai demandé, moi, il faut quand même que je puisse faire visiter la maison pour la vendre. C'est pas facile, mais quand c'est bien fait, avec tact, avec respect, on vit ça souvent. Puis il y a les enfants là-dedans. Des fois, ils essaient de vendre la maison sans que les enfants soient au courant. Mais tu sais, les enfants sont pas stupides. À un moment donné, ils finissent par comprendre qu'il se passe de quoi. Il y a du monde qui rentre dans la maison. Ils disent de vendre sans enseigne pour cacher ça le plus possible. En fait, ils essaient de les ménager, mais les enfants, ils finissent par le savoir. Mais tout ça, c'est très délicat. Puis ça demande beaucoup de doigté. Ça demande beaucoup de... Des fois, tu as un devoir de réserve. Tu dis, regarde, ça, c'est pas mes affaires. Moi, je suis là pour vendre la maison. Puis donc, on rentre, on sort, puis on les aide vraiment étape par étape. Parce que quand on dit séparation, dit vendre souvent, après, il faut se reloger. Oui. Puis des fois, tu avais une maison à 1 million, puis là, tu as peut-être 500 000 de budget. Fait que là, mais là, tes enfants, ils veulent rester à la même école. Fait qu'il faut que tu trouves un endroit moins cher dans le même quartier. Donc, ça prend beaucoup. Puis ça, je pense que plus la situation est difficile dans la vente, puis plus un excellent courtier, c'est précieux. Puis je pense aussi à comme mes grands-parents qui ont vendu leur maison à un moment donné, après 50 ans dans la même maison. Je me rappelle, tu sais, comment ça a été émotif, et pour eux et pour nous.
J'ai envie de te demander, c'est quoi le défi pour, tu sais, quand tu vends une maison dans laquelle tu as été si longtemps, là, tu sais? Je sais qu'il y a l'encombrement qui est numéro 1, mais au-delà de ça, le facteur humain là-dedans. Il faut prendre beaucoup de temps. Tu ne peux pas vendre une maison de quelqu'un, ça fait 50 ans, qui quitte. Pour eux, c'est un deuil. Oui. C'est pas un deuil. Il n'y a personne qui est décédé, mais ils savent que là, c'est comme dans la fin d'une vie. Tu as un deuil à faire de la vie que tu as connue dans cette maison-là. Puis c'est extrêmement triste, extrêmement émotif. J'ai vu des gens pleurer. J'ai pleuré avec des gens dans les maisons, chez le notaire, en toutes les étapes, parce que c'est pas une situation de vie aussi chouette que de vendre une maison à une jeune famille qui achète leur première maison. Fait que c'est sûr que... Mais encore une fois, quand on est capable... Donc, il faut prendre son temps. Il faut s'assurer que l'endroit où ils s'en vont, c'est un endroit qui est bien pour eux. Ça fait partie de l'équation. Les gens âgés qui quittent une maison, s'ils sont insécures, forcément, c'est insécurisant. Juste le déménagement, c'est stressant pour n'importe qui. Personnes âgées, s'ils ne savent pas où ils s'en vont, où ils vont être bien. Fait qu'il faut prendre le temps, souvent, avec les enfants de ces personnes plus âgées-là. On devient des alliés de confiance pour faire toutes les étapes tranquillement. Puis je dirais que quand c'est une situation comme ça, plus on se prend d'avance, puis moins il y a de stress. Moins que c'est difficile, parce que là, il y a un deuil qui se fait, OK, dans 2 mois, on va préparer la maison. Dans 2 mois, on va la mettre sur le marché. L'appartement que vous voulez avoir en résidence va se libérer telle date. Il n'y a pas de stress. Puis si vous n'avez pas votre prix, c'est pas grave. Alors, si tu prends ton temps puis que les gens ont confiance, ça va bien se faire. Encore une fois, c'est des situations de vie. C'est ça, les déclencheurs de l'immobilier. C'est plein de situations de vie. Puis ça, c'est celle qui est la moins joyeuse, mais c'est celle où les enfants de ces parents-là, ou même ces gens-là qui sont un peu plus âgés, qui sont tous là, qui ont toute leur tête, ils apprécient beaucoup. Puis là, c'est très gratifiant comme courtier immobilier. On a dit beaucoup de choses là, dans les dernières minutes sur comment bien vendre sa maison, comment aider pour au moins la faire briller. Puis si tu avais à nous résumer là, ce qui est le plus important. Là. Mais là, il y a 2 autres étapes qu'on va voir dans le prochain balado. Oui. Et puis, qui sont, bien sûr, le prix et la collaboration. Mais en attendant, si on peut résumer, bien préparer le produit. Toi, ta job, c'est d'assurer qu'on a la plus belle maison à vendre, puis que moi, mon travail, c'est de faire la plus belle mise en marché. Mon travail, c'est de mettre ta maison sur son plus beau jour possible, mettre tous les projecteurs, m'assurer que, tu sais, on lance une propriété sur le marché, c'est comme un lancement de film. Il faut qu'on la lance jeudi, telle date. La maison va être impeccable. Les photos sont prêtes, les brochures sont prêtes. Il y a tout un plan publicitaire de lancement pour être sûr que tout le monde qui cherche une maison de ce prix-là, dans ce secteur-là, la voit en même temps. Et ça, c'est ma job. Donc, si je peux résumer, il faut s'assurer que la maison soit la plus belle possible puis que le plan de mise en marché soit intelligent, tant dans les médias traditionnels, parce qu'on fait aussi des campagnes de dépliants porte-à-porte, les brochures, que tout ce qui se passe sur le numérique aujourd'hui. Et cette planification-là, stratégique, va faire un excellent résultat. Tu vas avoir plus d'acheteurs qui vont voir la maison, puis normalement, on devrait être capable de mieux la vendre plus rapidement, puis avec moins de stress. Merci, Georges. Merci à toi, Isabelle. Ce balado est une production de Cogeco Média. Merci à nos partenaires Agence immobilière Bardagie et Banque Nationale.